tous. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Je suis désolée, je suis à côté d'une fenêtre. Mais je me suis mis à une table. Parce que là j'ai beaucoup de livres en fait, dont je dois vous parler. Et je peux pas porter de lourd. Donc je fais comme je peux. Du coup je voulais vous faire aujourd'hui la vidéo des meilleurs livres 2025. Alors j'ai pas pu vous la tourner avant. Parce que j'ai eu une petite période de convalescence. Je pouvais pas vous tourner la vidéo. Mais maintenant je peux. J'avais mis sur Instagram que j'avais décidé de vous parler des mentions honorables et des meilleures lectures. Du coup ça va être une longue vidéo. Donc voilà, l'appareil va s'arrêter à un moment donné, je le sais, c'est pas grave, hein. Ça va aller, ça va le faire. Alors il y a beaucoup de mentions honorables. On va commencer par là et on va essayer d'être rapide. Michel est très intriguée par les livres. Elle se demande pourquoi je suis là. Elle est très mignonne. On va essayer donc d'être rapide avec les mentions honorables. Donc je vais vous laisser, je vais vous mettre les couvertures là comme d'hab. Donc la première mention honorable c'est Midnight Blue Light Special de Shannon McGuire qui a été traduit par, et là ça va être... Ah, je me souviens jamais des noms de ces livres en français. Je crois que non, je vais même pas vous dire je crois que c'est, parce que je crois que c'est rien du tout. Donc Blue Light... Ah, il y a Poufette qui a bougé. Bah oui, Doudou. Alors, c'est le tome 2 d'Incryptid, Salsa Mortelle de Shannon McGuire. Bah oui, Bou. Attendez, comme ça vous la voyez encore mieux. Voilà. Vous la mets là, comme ça. Vous la voyez. Donc c'était vraiment pas mal. En fait, je l'ai mis dans les mentions honorables parce que j'avais vraiment... Enfin, j'avais pas tellement aimé le tome 1. Tango endiablé, je crois. Dit comme ça paraît pas possible. Enfin, ça dit pas tango endiablé, c'est bizarre. Tango endiablé, si ça s'appelait comme ça. Donc j'avais pas tellement apprécié ce tome 1. Le tome 2 était vachement mieux en fait. J'ai passé un bon moment avec... Comment s'appelle-t-elle? J'ai déjà oublié. Alex? Non, Verity. J'ai passé un très bon moment donc avec Verity. Et en fait une fois que... Parce que dans le tome 1 c'était la romance qui m'avait un peu gênée. En fait une fois que dans le tome 2 ça... Je me suis fait à l'idée, en fait ça passe beaucoup mieux. Et puis là on se concentre surtout sur la relation en fait de Verity avec sa cousine, je crois. Et ça passe beaucoup mieux puisque du coup c'est une forme de relation filiale, d'amitié en fait qui est plus mise en avant. J'ai pas fait de chronique mais il faut que je le fasse quand même parce que je suis très en retard sur les chroniques, mais je vais y arriver. Vous ne voyez plus vos fêtes là donc je peux remettre là. Il y a Mishka qui fait des câlins à mon ordi. Donc voilà, donc c'est la première mention honorable, c'était cool pour vous résumer un peu l'histoire de la série. Donc on va suivre Verity qui doit protéger les monstres, les cryptides en fait, qui sont chassés par des familles de chasseurs de cryptides, et voilà. Je n'en dis pas plus. C'est intéressant de découvrir les différents cryptides et la relation de Verity avec les différents membres de sa famille ou avec les différents personnages qu'elle va croiser. Il y a aussi Good Girl de Aria Aber, que j'avais lu pour le travail et qui était vachement bien. C'était surtout très très bien écrit. Alors le résumé en lui-même me disait rien du tout parce qu'il y a... on suit une jeune femme dans le milieu de la nuit en fait à Berlin et du coup elle est... voilà, il y a beaucoup de drogue et beaucoup de sexe et une relation très toxique à l'intérieur du livre. Donc voilà, c'est surtout l'écriture que j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça aussi qu'il fait partie de mes préférés mais qu'il est quand même en mention honorable parce que c'était... ouais, c'est un des livres que j'ai lu qui est le mieux écrit en fait cette année. J'ai aussi... Alors... Oui. Parmi les mentions honorables, il y a aussi The Poetry Pharmacy Forever, édité par William Siegart, très très rose cette couverture. Le premier est rouge orangé et le deuxième est bleu. Et du coup c'est une anthologie en fait de poésie qui en fait il donne une espèce de remède poétique en fait. Par exemple, voilà le remède au désespoir, c'est le poème The Thing Is d'Hélène Bass, ou le remède à l'impuissance, c'est le poème Hope is the Thing with Feathers d'Emily Dickinson. Donc voilà, c'était très bien. En fait j'aime beaucoup ce genre d'anthologie, ça permet de découvrir tout un tas de poètes, tout un tas de poèmes, et voilà, c'était sympa à lire. J'ai aussi lu, et je l'ai mis dans mes... Il est par contre lourd. Injustice, tome 4, je vais le mettre là, comme ça il est moins lourd à porter. Donc Injustice, les dieux sont parmi nous, le tome 4, donc c'est l'année 2, partie 2. J'ai adoré, je crois, tous les comics de cette série. Vraiment, je trouve ça génial. En fait, l'idée d'une espèce de guerre civile entre les héros qui est assez violente et qui les oppose et qui crée des espèces de trahisons et qui rapproche aussi les super vilains des super gentils, des super héros. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup cette série, j'aimerais bien la continuer. Mais les comics c'est cher, donc pas encore, mais vraiment, et puis il y a un truc qui se passe dans ce tome, c'était...
Voilà, enfin, ce tome était vraiment bien, donc je vous recommande la série si vous ne l'avez jamais lu. Donc pour résumer le tout début, oui, il va y avoir une espèce de scission entre les super-héros. Donc une team qui va être dirigée par Batman et une autre par Superman, et donc on va avoir des espèces de combats entre les deux teams. Voilà. Et ça fait bien sûr le bonheur des super vilains. Monter un goût de café. Ensuite, on a The Woman Who Would Be King de Karakuni, une biographie d'Hatshepsut que j'avais essayé de lire en numérique, mais que j'avais eu du mal parce que c'était assez répétitif. Et donc j'ai préféré l'écouter puisque c'est l'autrice elle-même qui le narre. Et c'était vraiment sympa, j'ai appris beaucoup de choses sur elle. Et du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Ça m'a appris aussi des choses sur les dynasties égyptiennes, bon, notamment celle à laquelle appartient Hatshepsut, et là ça ne me revient pas quel est son numéro, c'est pas grave. Et aussi pourquoi éventuellement elle a été rayée de la mémoire par son successeur, qui n'était pas son fils, qui était son neveu. Je crois que c'était son neveu, ou alors c'était le fils de son mari avec une de ses concubines. Bref, donc tout ça c'est super intéressant. On reviendra sur Hatshepsut après, puisqu'il y a une autre œuvre qui la concerne dans cette liste. On a aussi First Time Caller de B.K. Burrison, qui est donc une romance. Alors j'ai lu pas mal de romances l'année dernière. Donc c'est le premier tome d'une série de romances. Le deuxième tome s'appelle Back to You, et il va sortir dans pas très longtemps. Bah là il va sortir dans quelques jours, oui. J'aimerais bien lire la suite. Romance. Oh, j'en ai pas lu tant que ça l'année dernière, j'en ai lu 6. J'en ai déjà lu plus cette année, je crois. Bon. Bon, en tout cas, c'est une des romances que j'ai lues, et c'est une de celles qui m'a plu, parce que c'est assez rare qu'une romance me plaise au point d'être dans la vidéo des meilleures. Donc voilà, c'était cool, c'était chou. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lucy, moins celui d'Aiden. En fait, c'est juste pas un vrai coup de cœur de ouf, parce que le personnage d'Aiden fait quelque chose qui m'a saoulée à un moment donné dans le livre, ce qui a pas tout à fait gâché ma lecture, mais ça ne l'a pas rendu meilleur. Donc voilà, il y a un des tropes que j'ai pas aimé qui est utilisé, c'est pour ça aussi que j'ai moins apprécié. Mais sinon c'était chouette, puisqu'on a le côté radio, on a le côté les parties un peu podcast, et les parties avec les personnages qui discutent entre eux et qui sont plus dans la station de radio. Voilà, c'est vraiment cool comme format, parce que je l'ai écouté, du coup c'était sympa. Ensuite on a Bunny de Mona Awad. Alors ça c'était une grosse surprise, puisque je m'attendais pas du tout à aimer à ce point. Il y avait des scènes un petit peu, enfin c'est pas que c'est gore, c'est que c'est un peu voilà. C'était surprenant, dirons-nous, explosif même. C'est un peu un côté société secrète, enfin société secrète entre guillemets, un peu sectaire, ouais, un côté un peu sectaire, un côté un peu dégueu aussi. Et il y a aussi un côté méta que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai essayé de lire We Love You Bunny. Je n'ai pas réussi, je l'ai abandonné cette année d'ailleurs, parce que voilà, la voix narrative dans Bunny était vraiment sympa, et dans We Love You Bunny c'est vraiment un autre type de narration tout à fait. Donc voilà, j'ai préféré clairement le tome 1. Ça me saoule que vous ayez le reflet dans mes lunettes, mais désolée, je ne peux pas faire grand chose. Donc voilà, donc ça c'était vraiment sympa. Spécial, hein, un peu étrange, mais ça valait le coup. Et il y a aussi Babel d'R.F. Kuang, que j'ai fait signer du coup aux Imaginales, qui était vraiment sympa, alors qui était presque un coup de cœur, mais pas tout à fait. J'ai beaucoup aimé le côté Dark Academia, j'ai beaucoup aimé suivre les personnages, j'ai beaucoup aimé le groupe d'amis, j'ai beaucoup aimé tout ce qui oui, traite de l'académie, mais aussi le côté... Il y a aussi un côté exploitation dans le texte qui est bien amené, je trouve. J'ai aussi beaucoup aimé le côté magie. C'est la magie surtout qui m'a vraiment plu, parce que j'ai trouvé qu'elle était intelligente, et elle avait un rapport avec la traduction. Donc voilà, c'était vraiment un super livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Un peu long, mais franchement ça valait le coup, Et la fin est triste. Mais est-ce qu'on s'y attendait pas? Si. Ensuite, il y a The Bird's Nest de Shirley Jackson, qui est donc un des romans de Shirley Jackson que j'avais pas encore lu. On va suivre Elisabeth, qui... On va dire qu'il va lui arriver quelque chose, ou il y a quelque chose qui va déclencher en elle un petit problème mental. Voilà, sans trop vous en dire, parce que sinon c'est moins intéressant. C'était super bien écrit, c'était drôle aussi, à certains moments. On a différents types de narration selon le personnage qu'on suit. Donc si on suit Elisabeth, ou si on suit le docteur qui va tenter de la guérir, on a voilà, une narration différente. J'ai trouvé ça oui, voilà, ultra intéressant, ultra intelligent. J'ai annoté le livre avec joie. Donc, il y a des petites annotations un peu partout. Je trouve que c'est bien écrit, et que cette dame a un talent incroyable, et qu'elle devrait être davantage connue. Donc voilà.
C'était top, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Et non, ce n'est pas un coup de cœur, moi aussi je suis surprise, mais ce n'est pas un coup de cœur, parce que peut-être je n'ai pas aimé autant que les romans précédents. Donc voilà, je l'ai sans doute comparé avec We Have Always Lived in the Castle et The Haunting of Hill House, et il était pas au même niveau pour moi, mais c'était vraiment un très bon livre, et top. Et aussi perturbant, parce que voilà. Et aussi, alors on se dit, oh bah ça va, c'est court, donc c'est super rapide à lire. Pas du tout, pas du tout. En fait, ces éditions, c'est pas écrit ultra gros. Et en fait, c'est... Non, c'est long. Mais c'est vachement bien. Vraiment, on explore la psyché de cette jeune fille et la psyché humaine, en fait, et la fin. Par contre, la fin. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la fin qui est, je trouve, terrible. Cette fin est affreuse. Je l'ai lu et... Quoi? Je peux même vous mettre, attendez, je vais pas vous... Faut pas que vous la lisiez, parce que sinon c'est... Voilà. Je vais juste vous mettre... Voilà. C'est ma tête quand j'avais fini. Voilà, c'est ça. J'étais... Ok. Donc voilà, il me reste quelques romans à lire de Shirley Jackson, il me reste aussi quelques nouvelles, donc voilà, j'avance doucement vers la lecture intégrale de ses œuvres. On a aussi Reaper Man de Terry Pratchett qui aurait pu... En fait, j'ai clairement... Je vous dis que ces livres sont pas des coups de cœur ou sont pas les préférés de l'année, mais clairement j'aurais pu faire une liste de préférés plus longue. Là j'ai voulu vous faire un top 10, donc j'ai écrimé pour être sûre d'avoir les 10 meilleurs de l'année. Mais clairement quand on pense à The Bird's Nest et quand on pense à Reaper Man, ce sont des livres géniaux et ce sont des coups de cœur, donc voilà, ils sont dans les mentions honorables, mais lisez-les, ils sont top. Donc Reaper Man qui est traduit par, je n'en ai aucune idée, parce que je ne retiens jamais les titres français, parce que je suis un peu nulle comme ça. Le Faucheur, voilà. Donc Le Faucheur, donc c'est dans... Alors je sais pas si vous voyez encore bien, parce que la lumière décline... Non, pas du tout, la lumière ne décline pas, c'est juste que le soleil n'a pas tellement envie de faire son ouvrage, donc il est en train de se barrer. Je pense que c'est un peu mieux, mais... Donc, c'est dans le cycle de la mort, c'est le tome 11 des Annales du Disque Monde, mais c'est le tome 2 du cycle de la mort. Donc le cycle de la mort commence par Mort, donc Mortimer en français, et il se poursuit avec celui-là. Je crois d'ailleurs que la suite c'est Hawkfather, mais ça se passe à Noël, donc je ne vais pas le lire maintenant. C'était top, je ne sais que vous dire. Si, je sais que vous dire. En fait, j'aime beaucoup... On va regarder si... Je sais pas quand je l'ai lu. Non, je l'ai... Oh mon dieu, j'ai failli casser ma tasse. On va pas faire ça, c'est une très mauvaise idée. J'aime beaucoup Terry Pratchett. Dans le cycle de la mort, j'ai essayé le cycle de Rincevent qui fonctionne un peu moins bien pour moi. J'ai été dure avec le Superman, je l'ai mis que 4,5, qu'est-ce qui se passe? Sur 5, bien sûr. Donc ça fonctionne vachement mieux pour moi, le cycle de la mort, parce que j'adore le personnage de la mort, j'adore comment il parle, j'adore le voir et le suivre, et je trouve ça génial, la façon dont Terry Pratchett a créé ce personnage. Donc il faudrait que je continue à lire dans l'ordre, et que j'essaie aussi de découvrir le cycle des sorcières, par exemple, puisque j'ai, je crois, les 15 premiers tomes, 17 premiers tomes. Bon, j'ai les premiers tomes pendant assez longtemps pour pouvoir commencer tous les cycles différents. Et je ne vous dis rien, mais ce personnage-là, j'aime bien. Voilà, donc c'était top. Et j'ai encore pas fait de chronique parce que vraiment les chroniques cette année, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais c'était... Ouais, en fait, c'est à la fois drôle, satirique, c'est sérieux aussi d'une certaine façon. Certains personnages sont très touchants, d'autres moins. Et oui, c'était top. Voilà. Donc, si vous n'avez toujours pas lu Terry Pratchett, je vous conseille de commencer par Mortimer, parce que je trouve que c'est le meilleur que j'ai lu pour l'instant, mais je trouve que tous ces livres sont bons parce que oui, j'aime bien cet humour qui se dégage de ces textes. Ça commence à être un peu encombré. Ensuite, on a les poésies philosophiques et autres œuvres de Louise Ackerman. Donc c'est 2 recueils... Attends, non, 3 recueils. Il y a Ma vie, qui est sa biographie, Poésie philosophique et Pensée d'une solitaire. Je crois que c'est pas l'entièreté de ses œuvres, il manque encore quelques ouvrages, donc j'ai le dernier dans ma wishlist, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'est très beau, c'est très bien écrit. Je vais vous lire un extrait si ça vous tente. Alors Ma vie, c'est vraiment sa biographie, enfin son autobiographie. C'était le texte peut-être le moins intéressant, parce que c'était pas tellement ce que je m'attendais à lire. Moi j'étais vraiment là pour
pour la poésie. Mais ça restait intéressant, et c'est cette poétesse qui m'a donné très envie de lire Alfred de Musset, parce qu'elle est vraiment fan d'Alfred de Musset. Elle casse un peu Hugo, ce qui me fait rire, mais elle est fan de Musset. Ça s'appelle Le Départ. Il est donc vrai, je garde en quittant la patrie, ô profonde douleur, un cœur indifférent. Pas de regard aimé, pas d'image chérie, dont mon œil au départ se détache en pleurant. Ainsi partent tous ceux que le désespoir sombre, dans quelque monde à part, pousse à se renfermer, qui voyant l'homme faible et les jours remplis d'ombre, ne se sont pas sentis le courage d'aimer. Pourtant Dieu m'est témoin, j'aurais voulu sur terre rassembler tout mon cœur autour d'un grand amour, joindre à quelque destin mon destin solitaire, me donner sans regret, sans crainte, sans retour. Aussi ne croyez pas qu'avec indifférence, je contemple s'éteindre au plus beau de mes jours, des bonheurs d'ici-bas la riante espérance. Bien que le cœur soit mort, on en souffre toujours. Ambiance. Oui, alors par contre c'est super triste, je vous le dis. C'est un de mes poèmes préférés de l'autrice, mais c'est voilà, elle est très douée, je vous recommande sa lecture. On a aussi ce jeune homme, pas du tout, c'est pas du tout un jeune homme. C'est les livres que enfin le deuxième tome, je le lisais pendant mon EVJF, et justement pendant mon EVJF on est allé à Château-Gaillard. Enfin je m'en suis rendu compte en fait assez tard quand même que c'était Château-Gaillard, parce que je suis un peu voilà. Mais c'est l'endroit où a été enfermée Marguerite, la reine Marguerite. Attendez, est-ce que c'est Marguerite? Attends, je crois que c'est Marguerite, mais on va vérifier ça immédiatement parce qu'on ne voudrait pas dire n'importe quoi. Marguerite de Bourgogne, oui, hey. C'est là qu'a été enfermée puis assassinée Marguerite de Bourgogne, la femme de Louis X, qui se trouve donc dans Les Rois Maudits. Et donc pendant ce séjour, je lisais le tome 6 des Rois Maudits, Le Lys et le Lion, que je considère être le dernier tome en fait, parce que le 7ème... n'a pas lieu d'être, je trouve personnellement. Mais voilà, c'était top, c'était la fin en fait, hein, clairement, du cycle. Et c'était génial en fait, voilà. C'est une façon brillante de conclure Les Rois Maudits, je trouve. Il y a tous les personnages, enfin on suit et on achève l'arc de tous les personnages, et c'était brillant. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, sinon vous n'avez pas lu Les Rois Maudits, je vous le recommande. La narration peut peut-être être un petit peu surprenante au début, mais en fait on s'y fait, et il y a aussi des personnages qu'on va moins aimer suivre que d'autres, parce que du coup on va changer de point de vue selon les personnages qu'on suit, mais voilà, sachez que du coup c'est surtout, ça suit surtout en fait la malédiction des rois après la mort de Jacques de Molay, donc le maître des Templiers, qui est brûlé, exécuté, pas sur le bûcher, hein, sur ordre de Philippe le Bel, Philippe IV. Et donc à partir de lui, et deux autres de ces... des personnes qui sont présentes, je ne me souviens plus qui, je crois que Enguerrand de Marigny, non je sais plus si Enguerrand de Marigny, le pape oui, et Enguerrand, j'ai un doute, mais bref. Et donc ça part de cette malédiction de Philippe IV qui va s'arrêter, enfin qui va se poursuivre sur plusieurs générations de rois. Ça concerne aussi Robert d'Artois et son conflit avec sa tante Mao d'Artois pour le comté d'Artois justement. Donc voilà, donc c'est en gros ce que va raconter la série, hein, la malédiction de ces rois et le conflit pour l'Artois. Et c'était top, voilà. Je suis trop contente d'avoir fini cette série. Et encore une fois, je considère que le tome 7 n'a pas lieu d'être puisque on ne suit plus Les Rois Maudits. Enfin si, hein, si en quelque sorte, mais non, enfin non. Bah, vous reparlez de ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur les pires lectures, donc l'avant-dernière. Donc voilà, mais vraiment le Lys et le Lion c'était formidable, donc le Lys correspond à la France et le Lion correspond à l'Angleterre. Ensuite, Rewitch de Lucy Jane Wood. J'ai vu que certaines personnes n'aimaient pas ce livre, moi j'ai juste trouvé que c'était... Enfin, je l'ai lu, je pense, au bon moment, et j'étais sympa. J'allais avoir 30 ans, ou je venais d'avoir 30 ans, et le personnage principal aussi, il y avait de la magie, c'était cosy, il y avait une librairie magique, un coven, un peu de romance, voilà, j'ai passé un super moment. J'ai aussi lu le deuxième tome, et j'ai été moins touchée par le deuxième tome, donc voilà, celui-là est clairement dans mes mentions honorables, j'ai vraiment passé un bon moment. Ensuite, on a un livre qui fait partie de la bibliothèque de la mariée, Le gardien des souvenirs de Sanaka Hiraji. Je ne l'ai pas mis dans mes préférés parce que je crois que je l'ai lu, je sais pas si je l'ai lu trop vite ou si... Non, je crois qu'il y a une nouvelle, parce qu'en fait c'est 3 nouvelles en gros, qui m'ont... Il y en a une des nouvelles qui m'a... Je sais pas, m'a accroché, mais c'est très beau, et c'est en gros l'histoire d'un... magasin de photographie, studio de photographie, oui, où les défunts
vont pour revivre un seul moment de leur vie. Et c'était vraiment très beau. Et puis j'ai une amie qui l'avait tout annoté, donc voilà, j'ai eu l'impression de le lire avec elle, c'était sympa. D'ailleurs ma soeur avait fait la même chose pour Tant mieux d'Amélie Nothomb, qui n'est pas dans les mentions honorables, mais qui est quand même un bon livre, et qu'elle avait annoté aussi. Donc vraiment, je trouve le concept d'annotation, annoter le livre en fait, et pour le vivre avec quelqu'un d'autre, ou dans l'optique de le vivre avec quelqu'un d'autre, je trouve ça beau, voilà. Donc c'était très sympa. Je suis désolée si je suis un peu rouillée, mais ça fait longtemps que j'ai tourné et voilà, je suis peut-être pas encore tout à fait remise. Donc voilà, pas encore au top de ma forme. Il nous reste quelques mentions honorables avant de passer au meilleur. On a 2 romans d'Agatha Christie. Ah non, un roman et un recueil de nouvelles. Alors j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie l'année dernière. Je crois que c'est l'autrice que j'ai le plus lu avec Shannon Maguire, mais j'ai un doute. Je suis bête en fait, tu peux regarder puisque j'ai le truc ouvert. Agatha Christie, donc 7 livres lus, et Shannon Maguire 5, donc j'ai davantage lu Agatha Christie que Shannon Maguire cette année. Donc les 2 livres que j'ai, dont je vais vous parler là, c'est La Maison Biscornue et Tant que brillera le jour. Alors La Maison Biscornue, c'est un roman donc, Crooked House, et c'était drôle parce que il y a une espèce de comptine. Et à un moment donné dans le texte, en fait Crooked House ça vient d'une comptine, et on regardait une série avec Mathieu où justement il y avait, ou un film, où la comptine était aussi dans le film, enfin c'était étrange comme coïncidence. Alors, spoiler, c'est une enquête, je sais, vous y attendez pas. Quelqu'un meurt, encore une fois, waouh. Et alors là on n'a pas Poirot, on n'a pas Miss Marple, je ne sais plus qui est le détective, il me semble que c'est... Non, je sais plus. Et pour une fois, alors j'avais deviné. Vous m'entendez ou pas? J'avais deviné. J'avais pas deviné comment, et j'avais pas tout à fait deviné pourquoi, mais je savais qui était le tueur, et j'étais trop fière de moi. Par contre, les explications, clairement, j'aurais pas pu les donner, mais trop fière d'avoir trouvé. Voilà, c'était, ouais, voilà. Alors j'ai adoré parce que j'ai trouvé, mais j'ai aussi adoré parce que c'était super bien mené, et c'était, voilà, une des enquêtes les plus agréables que j'ai suivies. Et pourtant, que brillera le jour, je trouve qu'Agatha Christie est très douée pour les nouvelles. Et c'est pas assez mis en avant, ça, dans son œuvre. Donc voilà, les nouvelles étaient top, j'ai passé un super moment. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup lire les recueils Midwinter Murder, Sinister Spring, avec des thèmes saisonniers pour ces nouvelles, justement, c'est top. Donc là, on a Poirot, on a Pine, on a les Beresford, enfin voilà. On a certains des enquêteurs connus, on a aussi Miss Marple, il me semble. Est-ce qu'on a Miss Marple? Je crois. Oui, je crois qu'on a un petit peu tout le monde. Et on a aussi d'autres types de nouvelles. Enfin voilà, je trouve qu'elle est vraiment très douée. Et pour les nouvelles, évidemment qu'elle est très douée, c'est Agatha Christie. Mais je trouve que les nouvelles sont top, et voilà, j'ai passé un super moment avec ce recueil. Ensuite, j'ai écouté A Witch's Guide to Magical Innkeeping, qui s'appelle en français... Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, voilà, c'est ça. Alors, c'était très sympa, c'était... Alors, je l'ai vécu un petit peu comme ma lecture de Bewitched de Lucy Jane Wood. C'était cosy, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé le côté auberge magique, justement. Et le côté magique aussi, justement. C'était vraiment les aspects du livre que j'ai préférés, et j'ai aussi beaucoup aimé le côté groupe de personnages qui se trouvent tous au même endroit, et donc qui vont créer une espèce de found family, ça c'était top, donc c'était vraiment une super lecture. J'ai aussi lu, alors plus je pense à ce livre et plus je l'aime, ce qui est étrange, Contact de Carl Sagan, un livre que m'a offert Mathieu, alors il me l'a offert... Et j'ai un petit Norbert astronaute dessus, donc c'est parfait. Pour ma fête l'année dernière. De la science-fiction, premier contact avec une autre espèce. Il y a un film avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Je ne sais pas comment on dit son nom de famille, je pense que ça se dit comme ça, mais je ne sais pas. Qui joue aussi dans Interstellar, donc voilà. En fait, je me souviens surtout de sa performance dans Interstellar, je trouve que c'est pas un mauvais acteur. Mais on n'est pas là pour parler de de ce cher Matthew. Donc c'est un livre qui est très connu, et c'est surtout un livre qui est très long. Alors là, il fait 400 pages. 399 pages. Donc 400 pages. Alors il est plus... voilà, c'est assez serré en anglais, donc il est un peu plus long en français. Ne m'attendez pas à ce qu'il soit aussi long. Surtout, c'est un livre dans lequel il est assez difficile de rentrer. Parce voilà, on nous parle donc de ce personnage principal, Ellie, il me semble. Si je me souviens de son nom, c'est incroyable parce que j'ai tellement de mal à me souvenir des noms. J'ai pas son nom.
Ellie, voilà. C'était bien Ellie. Donc on va suivre ce personnage Ellie et en fait on la suit de son enfance au moment où elle devient scientifique. Et donc c'est un petit peu long le début. Et surtout il y a des moments en fait où la science était tellement lourde que j'arrivais pas à comprendre et c'était un peu gênant. Donc j'ai écouté certaines parties du livre en audio, ce qui m'a aidé à avancer. Et par contre la dernière partie était top. J'ai trouvé que c'était ultra intelligent et c'était voilà. J'y pense encore à ce livre et c'est assez rare que, enfin voilà, les seuls livres auxquels je pense là actuellement qui m'ont fait cet effet, c'est Peter Pan et Rebecca. Donc après les avoir lus, j'y repensais encore ultérieurement. Donc oui, celui-là, j'y pense encore et je trouve qu'il est vraiment top. Donc je vous le conseille, voilà, je vous le recommande. Particulièrement, il y a un côté politique qui est vraiment top dans le livre, qui ne se trouve pas dans le film, parce que du coup, on a regardé le film après avec Mathieu. Et oui, je pourrais vous faire une comparaison livre-adaptation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'était top, la fin était top. J'ai trouvé que c'était ultra bien amené, et voilà. J'ai presque envie de le relire, mais je dis bien presque, parce que ces parties scientifiques qui étaient vraiment lourdes. Je me dis, je peux éventuellement les passer si je relis le livre, mais vraiment, c'est top. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ellie aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai fait... Je dis ça, mais je sens que... Il faut même pas que je le dise, parce que ça tombe c'est faux, mais je crois que j'ai fait une chronique, parce que vraiment, ce livre, je voulais le garder en tête, parce qu'il était spécial, quoi. Est-ce que j'ai fait une chronique? Suspense? Oui! Oh, j'ai fait une chronique! C'est formidable. Oui, j'en ai fait effectivement une, et une... pas trop longue, mais quand même. C'est quelque chose que je vous ai dit. Ah oui, elle s'appelle Eleanor. Oui, je me suis beaucoup attachée à elle, je vous l'ai dit. Et oui, je vous ai dit que voilà, mes parties préférées c'était les scènes politiques qui du coup dans le film se trouvent pas du tout, donc bon, j'ai beaucoup moins aimé le film que le livre clairement. Et parce qu'en fait, vu ce qui va se passer dans le livre, vu l'espèce de premier contact avec une espèce extraterrestre, on va avoir différents pays qui vont réagir de manière différente et donc ça va créer pas des conflits politiques, mais on va vraiment avoir des conséquences dans la politique internationale de ce qui va se passer en fait. Et c'était génial en fait de voir ça. Des pays qui vont travailler ensemble, d'autres qui vont préférer rester en dehors de ça. Enfin, c'était vraiment très très bien fait. Oui, il y avait un petit côté magique, mais je peux pas trop vous en parler. Mais dans la dernière partie, il y avait un petit côté magique, un peu, que j'ai bien aimé. Et c'est logique aussi la fin, et j'ai trouvé que c'était top. Et oui, c'est ça. Alors, spoiler, du coup, c'est pas vraiment un spoiler, parce que en fait, c'est le vrai sujet du livre, en fait. Parce que, oui, enfin, spoiler potentiel, mais pas vraiment spoiler. En fait, le livre est censé traiter d'aliens, hein, c'est censé être ça, hein, premier contact avec des aliens, hein, des extraterrestres. Mais en fait, le vrai sens du titre, Contact, et le vrai sujet du texte, ce sont les relations en fait qui se tissent entre elle, Ellie, et les autres êtres humains qui l'entourent en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Avec sa famille, avec l'homme qu'elle aime, avec... Voilà, c'était ça qui était le plus important. Ah oui, là par contre c'est un vrai spoiler. C'est pas repris dans le film et je pense que je comprends un peu parce que ça complexifie l'intrigue et peut-être que c'est pas très cinématographique. Mais le fait qu'Ellie comprenne que son père n'est pas son père et qu'en fait son beau-père qu'elle déteste est son vrai père, ça c'est vraiment un truc... Voilà, c'est vraiment important dans le texte. Et ouais, tout ça à cause de problèmes de communication. Et donc, oui, d'où le terme de contact. Vraiment, ce livre est intelligent, en fait. Donc, ouais, je vous recommande fortement de le lire. Il est top. Et plus j'y pense, et plus je me dis que c'est le 11e, en fait. Vous voyez, dans le top 10, c'est... Voilà, il est parfait. Pas parfait, mais vraiment très très bon. Ensuite... Alors les autres, est-ce que je les ai tous? Waouh, les autres je les ai tous, c'est fou ça. Alors, hop, on les met dans le bon ordre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est pour en oublier aucun. J'ai aussi lu The Old Man and the Sea d'Ernest Hemingway, donc Le vieil homme et la mer, qui est ultra court puisque mon édition fait 99 pages, par contre c'est le livre du Somme, il faut le savoir, c'est le livre du Somme. Et c'était vraiment top, je m'attendais pas à ça, c'est bien écrit, c'est bien fait, les relations entre les personnages sont... étonnamment bien développé alors que le livre est très court et c'était... oui, voilà. Je sais pas, j'ai pas envie de vous en dire trop mais c'est impressionnant quand même ce que l'auteur a fait avec si peu. Par contre, spoiler, parce que... alors c'est une théorie, hein, parce que c'est pas clair, mais spoiler, à la fin le vieil meurt, d'accord. Donc voilà, il y a un espèce de désespoir dans ce texte parce que il s'est battu contre ce
ce requin, c'est cet espadon, et il le ramène, et l'espadon se fait manger par des requins en route, et donc il n'a plus rien, donc tout ça pour rien, et à la fin je pense qu'il meurt. Voilà, c'est le livre du désespoir ce texte, mais c'était vraiment très très bien écrit et très très bon, voilà. Ensuite, un autre livre du désespoir, mais pour une autre raison, le Silmarillion de Tolkien. Alors non, je rigole, c'est pas le livre du désespoir, c'est juste que pour moi c'était le désespoir parce que ce livre est assez... Alors il est pas très très long, mais c'est écrit petit. Et pour moi c'était très long parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le début, donc je l'avais commencé quelques années auparavant et j'avais du mal, et donc je l'ai repris, alors je l'ai recommencé du début parce que je ne me souvenais plus de grand chose, et j'ai passé un très bon moment. En fait il fallait que je persévère pour vraiment aimer, et alors je pensais que j'allais pas aimer la dernière partie parce que c'est en gros... c'est le Seigneur des Anneaux mais en 30 pages, et c'était ultra intéressant parce qu'on apprend des petits détails ou des petites choses qu'on n'a pas dans le Seigneur des Anneaux, par exemple la vraie identité de Gandalf ou ce genre de choses, et voilà. Donc voilà, donc c'était une super lecture, je m'attendais pas du tout à aimer autant, et il fallait que je persévère, donc je suis fière de l'avoir fini, je suis fière de l'avoir lu, et voilà, c'est pas mon préféré Tolkien, parce que mon préféré c'est quand même le Seigneur des Anneaux, mais voilà. Faut que j'arrête de m'accrocher les cheveux parce que c'est horrible, ça fait mal. Allez, tentons de ne plus s'accrocher les cheveux parce que... on souffre. Ensuite, on a alors l'un des seuls, ou le seul, la seule, non, la fille, ouais, l'une des rares non-fiction qui se trouve dans la liste des mentions honorables. Why has nobody told me this before? D'ailleurs, est-ce qu'il y a de la non-fiction? Il n'y a qu'une seule non-fiction dans le top 10. Why has nobody told me this before du docteur Julie Smith, qui a d'ailleurs écrit un autre livre que j'ai très envie de lire, qui s'appelle... Drumrolls, Open When, qui est sorti, oui, en 2024, donc il faut juste que je retrouve le titre en français pour vous le donner. Pourquoi personne ne m'en a parlé avant? Je crois qu'elle est psychiatre ou psychologue, psychiatre, psychologue, non, psychologue clinicienne, voilà, et elle donne des idées. Non, en fait, c'est un peu ce qui est écrit là, hein. C'est une boîte à outils pour les hauts et les bas de la vie. Voilà, c'est un peu ça. C'était bien expliqué, c'était pas moralisateur, c'était intéressant. Et oui, je pense que ça m'a fait du bien quand je l'ai lu. Et j'utilise certaines de ces petits outils là depuis, donc voilà. C'est sympa. C'est pas tout à fait du développement personnel, parce que j'ai vu que c'était classé là-dedans. C'est plus sciences humaines, sociales, psychologie, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment sympa, et je pense lire son autre livre, parce que ça aide pas mal de lire ce genre de choses quand on ne va pas très bien. Et la dernière mention honorable, c'est Elle et lui de George Sand. Donc c'est le premier livre de George Sand que j'ai lu, à part une partie de sa correspondance avec Alfred de Musset. Et j'ai eu un peu de mal au début, notamment avec l'écriture. Elle écrit très bien, mais je sais pas, j'ai eu du mal à entrer dans le texte tout de suite. C'est Mathieu qui m'a offert ce livre. C'était, oui, un bon livre, mais surtout j'ai adoré la fin, et je me suis fait à sa façon d'écrire. Elle a une vraie force dans la description des personnages, dans la caractérisation des personnages. Et voilà, c'était un bon roman, et j'ai hâte de continuer à la lire. Mais par contre c'était terrible, parce que du coup ça s'inspire de son histoire avec Alfred de Musset, c'est pas très très joyeux, voilà. Mais voilà, c'était une bonne découverte, je suis contente d'avoir lu pour la première fois cette autrice. Et on passe enfin au meilleur de l'année. C'était long, je sais, vous avez eu 30 minutes je crois de mentions honorables. On va peut-être éviter de vous faire 30 minutes sur les meilleures lectures, mais je ne vous promets rien, parce que j'ai évidemment très envie de vous parler de ces livres. Sachant que, encore une fois, je suis un peu rouillée, et voilà, j'espère que je vais bien vous communiquer mon enthousiasme pour ces livres. Alors on va commencer par les relectures, parce que j'ai fait quelques relectures cette année, relectures qui donc sont toujours des préférées. Alors on va commencer par deux relectures. Si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas autant aimé ces livres que la première fois que je les ai lus, et je pense que je n'aurais pas dû les relire au moment où je les ai relus, parce que on va dire que ma lecture est moins... Voilà, c'est pas que les livres sont descendus dans mon estime, mais... voilà, je les aime un peu moins que la première fois que je les ai lus, donc voilà, c'est un peu la tristesse, mais c'est quand même des livres que j'adore, et c'est quand même des livres que je vous recommande. Ce sont les Jurassic Park, donc le tome 1 et le tome 2, The Lost World. Oui, je les ai moins aimés la deuxième fois, donc j'ai moins aimé, c'est à chaque fois ce dont j'ai peur quand je relis des livres, c'est de moins les aimer la seconde fois. C'était un petit peu le cas, mais je garde quand même un souvenir formidable de ma première lecture. Voilà.
ma première lecture de cette série, je me souviens, c'était en novembre, je m'en souviens encore. Je me suis dit pourquoi j'ai envie de lire quelque chose de voilà quelque chose qui va vraiment me sortir de ma tête. Donc qu'est-ce que je pourrais lire? Je me suis dit allez, j'ai Jurassic Park, on va lire Jurassic Park. Donc je les avais en numérique à l'époque. On va lire Jurassic Park. Donc j'ai lu Jurassic Park. J'ai trouvé ça tellement génial que j'ai enchaîné direct avec le tome 2 de Lost World. Et effectivement à la relecture, du coup il y a tout un tas de choses qui m'ont moins... voilà, qui m'ont moins... c'était pas vraiment le moment pour moi de les relire, si je suis tout à fait honnête, parce que c'était voilà, un peu compliqué à l'époque. Mais voilà, c'était pas la meilleure année de lecture pour moi 2025 et du coup j'ai l'impression d'avoir un peu gâché mes relectures en les faisant cette année-là. Mais c'est pas grave. Donc ce sont tous les deux des cadeaux de Mathieu qui m'a fait un bébé... un bébé raptor ou un bébé T-Rex? J'ai l'impression que c'est un bébé T-Rex. Donc c'est adorable. Donc voilà. Évidemment géniaux, ce sont des thrillers scientifiques, de la SF aussi quand même, hein. Donc c'est des romans de SF et ce sont des thrillers, il y a pas mal d'action, il y a aussi beaucoup de science et les personnages sont assez attachants. Alors je m'attendais pas, mais le personnage que j'ai préféré dans ces livres, enfin dans ce livre surtout, dans le premier, hein, parce que dans le premier donc c'est Malcolm et voilà, toutes ces théories scientifiques, enfin, voilà, si vous ne les avez pas lues, si vous n'avez fait que regarder les films, je vous les recommande fortement, ils sont top. Ne vous laissez pas influencer par ma relecture qui était un tout petit peu moins bien, c'était quand même génial. Et je vais continuer à lire Michael Crichton, j'aimerais bien. J'ai un autre livre de lui, Timeline, donc voilà, j'aimerais bien continuer à lire. Et les deux autres relectures que j'ai faites, alors par contre là c'était formidable, mais je m'y attendais, parce que comme mon année lecture était pas ouf, je me suis dit je vais relire des livres où je suis sûre que je vais les adorer. Donc j'ai relu Les Fleurs du Mal de Baudelaire, évidemment, voilà, c'était formidable, je les ai lus très doucement, j'y allais petit à petit quand je sentais que voilà, et c'était la meilleure façon de les relire, c'est le meilleur livre de la Terre, voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, eh bien il faut aller le lire. Et le deuxième meilleur livre de la Terre, Cyrano de Bergerac de Rostand. À chaque fois que je lis ce texte, je pleure, donc voilà, c'est... Je pensais quand même que en relisant, j'allais pas... ça allait peut-être moins me toucher, non pas du tout, pas du tout, pas du tout. Par contre maintenant que je connais bien le livre, je n'ai plus besoin de lire les... On sent que je suis plus prof de français. Mais comment ça s'appelle? Mais c'est pas possible. Didascalie, voilà. J'ai plus besoin de lire les didascalies et le texte coule vachement plus que quand on les lit. Donc voilà, meilleur livre de la Terre, hein. Meilleur livre de la Terre. Et on passe donc, parce que du coup ces livres-là, ces relectures, je ne les compte pas dans le top 10 parce que c'est pas juste, voilà, je ne vous compte dans le top 10 que les livres que j'ai lus pour la première fois. Donc je vais vous les mettre dans l'ordre quand même. C'était un peu dur de les mettre dans l'ordre, je vais pas vous le cacher. Et j'étais un peu... j'ai fait n'importe quoi. J'étais un peu surprise par le résultat parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Alors, je savais que le taux... Enfin, est-ce que je savais que le numéro 1 serait le numéro 1? Oui, en quelque sorte. Alors je vais pas pouvoir vous porter par contre... le numéro 10. Non, c'est pas le numéro 10, c'est le numéro 9, oui. Alors le numéro 10, je ne l'ai pas. Le numéro 10, c'est How to Fail d'Elizabeth Day. Donc c'est un... alors, est-ce que j'ai fait... Je pense que j'ai fait une chronique. J'ai peut-être pas fait une chronique pour absolument tous ces livres, mais pour certains, je pense que oui. How to Fail. C'est un essai de l'autrice sur l'échec. Et comme... Non, j'ai pas fait de chronique. Et comme c'était pas ma meilleure année 2025, c'est vraiment... Je pense que j'ai écouté ce texte au bon moment. J'ai bien aimé que ce soit l'autrice qui nous narre le texte. C'est un ensemble de témoignages sur l'échec, donc, et sur différentes catégories d'échecs, on va dire. Donc on a l'échec dans les relations, dans la famille, l'échec professionnel, l'échec... il y a même... Oui, il y a une partie sur le suicide aussi. Donc voilà, c'est un livre assez lourd à certains moments, mais c'est un livre dont on ressort avec de l'espoir, et c'est pour ça en fait que je l'ai autant aimé, parce que j'avais besoin en fait de ce genre de choses quand j'ai lu, et ouais, c'était le bon moment. Alors j'ai vu que certaines critiques n'étaient pas ultra positives, parce que l'autrice parle aussi d'elle-même, et en fait c'est un espèce de mélange de mémoire et d'essai, et moi justement c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, pas qu'elle parle d'elle-même, mais qu'elle parle à différentes personnes qui parlent de leur expérience. En fait, c'est vraiment le côté témoignage qui m'a le plus plu. C'est pas juste théorique et juste il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut pas ressentir ceci, il faut pas ressentir cela. C'était vraiment... on vous donne des exemples concrets de personnes qui ont vécu ça et qui sont toujours là et qui vont mieux.
ou qui vous donnent des conseils ou qui juste vous parlent de ce qu'ils ont vécu. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai essayé de lire, enfin j'ai même pas essayé de lire, j'ai lu un autre livre d'elle qui s'appelle... Non, Philosophie, voilà. C'était un espèce de cahier d'exercices, mais j'ai moins aimé parce qu'en fait c'est la même chose mais avec des espèces d'exercices en plus, donc c'était pas tout à fait ce que j'attendais, mais voilà, How to Fail par contre c'était vachement bien, et il a été traduit en français par L'Art d'échouer. Voilà. Donc c'était oui, c'était un bon livre, et c'est la seule non-fiction dans la liste. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est assez personnel comme lecture, donc voilà. Ensuite on a une série complète, donc je vais pas vous la porter, est-ce que je vous la porte? Non, je vais pas vous la porter, mais je vais vous la porter par bout. Donc cette série c'est Reine d'Égypte de Shi Inudo, donc on a les 4 premiers tomes là, donc voilà. C'est donc un manga sur la reine Hatshepsut, dont je vous parlais tout à l'heure d'Hatshepsut, donc voilà, je vous ai caché une partie de... Donc je vous parlais tout à l'heure d'Hatshepsut, donc voilà, c'est la série qui raconte sa vie. Bien sûr, on va jusqu'à sa mort, et j'ai pleuré comme un bébé quand elle meurt, donc voilà, je comprends toujours pas pourquoi je fais ça, hein. Je fais la même chose quand je lis des biographies, surtout des biographies d'autrices, quand l'autrice meurt, ça y est, je pleure, mais je sais que ça vient, et voilà. Alors c'est pas tout à fait historiquement... c'est dans le mauvais sens. C'est pas tout à fait historiquement correct parce que du coup l'autrice en fait s'est inspirée de la biographie dont je vous ai parlé, The Woman Who Would Be King, et elle s'est aussi inspirée d'autres livres, donc elle en parle dans ses petits... Alors attendez, comment ça s'appelle? Dans ses Anubis c'est tout à la fin, elle parle un petit peu de la bibliographie qu'elle a utilisée, donc c'est pas historiquement correct. C'est romancé bien sûr, comme les dessins sont pas corrects, enfin sont pas une représentation correcte de ce à quoi ressemblaient les personnages. Par exemple, Hatshepsut n'était pas mince du tout, elle était obèse sans doute. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé en analysant ses restes. Donc voilà. Mais c'est quand même une série qui met en avant une femme de pouvoir oubliée, une reine d'Égypte, et même plutôt un pharaon oublié, puisque Hatshepsut va porter le titre de pharaon, ce qui est interdit pour les femmes, il n'y a pas de titre de pharaon, ça n'existe pas. Donc c'est un titre que ne portent pas les femmes, et Hatshepsut elle veut le porter, et donc elle le portera effectivement. Et donc on a aussi une explication, comme je vous le disais, sur pourquoi, dans la fin du... Oui, à la fin du tome 9, on a une explication de pourquoi elle a été rayée de la mémoire, pourquoi on ne se souvient pas d'elle, pourquoi elle est effacée de la mémoire. Donc voilà, c'était passionnant, j'ai adoré cette série. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais en même temps, alors c'est l'Égypte, hein, voilà, donc il y a effectivement de la nudité, il y a aussi l'inceste, puisque les pharaons épousaient leur sœur, qui était grande prêtresse d'Amon-Ré, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ils épousaient aussi tout un tas d'autres femmes qui étaient des concubines, et donc ils avaient des enfants avec leur sœur, mais aussi avec ses concubines, et le pharaon, enfin le successeur, c'était le fils qui survivait, ou le fils aîné qui survivait, parce qu'il y avait énormément d'enfants aussi qui mouraient. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y avait autant de femmes différentes. Et il était alors assez rare, me semble-t-il, mais je ne suis pas non plus experte sur la question, donc ne me croyez pas sur parole, mais il me semble qu'il était assez rare que ce soit le fils de la reine et du pharaon qui soit successeur. Par exemple pour Hatshepsut, ce n'est pas son fils qui a accédé au trône, puisqu'elle n'a eu qu'une fille, me semble-t-il. Donc c'est le fils de son mari, mais avec une autre femme. J'ai un gros doute sur ce que je suis en train de vous dire. Mais bref, donc ce n'est pas son fils en tout cas qui accède au trône après elle. Oui, il me semble bien effectivement que c'est le fils de son frère avec une concubine qui accède au trône. Et voilà, donc pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Mais bref, c'était une série de manga que j'ai vraiment beaucoup aimée, que je vous recommande fortement, mais encore une fois, sachez-le, il y a effectivement des scènes de violence, des scènes sexuelles, il y a encore une fois l'inceste, et voilà, c'est de là qu'a découlé tout mon discours sur le pharaon et la reine, et voilà, ça restait quand même ultra intéressant de découvrir la vie d'Hatshepsut par ce biais, même si encore une fois c'est romancé et n'est donc pas la réalité historique. On passe à la suite.
Sur la 8e marche du podium, nous avons à nouveau Agatha Christie avec Le Flambeau, qui est un recueil de nouvelles. Alors c'est un recueil de nouvelles très surprenant puisque c'est un recueil de nouvelles fantastiques. C'est-à-dire que, alors fantastique, je rappelle pour ceux qui auraient éventuellement oublié, on a quelque chose de potentiellement surnaturel qui arrive et on ne sait pas si c'est effectivement surnaturel ou pas. Alors là il me semble plutôt que c'est bien surnaturel, hein. Ici donc on est à la limite de... Bah, c'est du paranormal en fait, plus que du fantastique, mais il y a certains moments où on peut éventuellement avoir des doutes. Donc voilà, donc c'est ultra surprenant pour Agatha Christie parce que c'est assez connu que dans ses romans, par exemple pour Poirot, Miss Marple ou les Beresford, on n'a jamais d'explication fantastique. Je suis en train de penser à un film qui contredit absolument tout ce que je suis en train de dire, mais justement c'est le problème de ce film. Donc voilà, il n'y a pas de surnaturel chez Agatha Christie dans ses enquêtes, il n'y a jamais d'explication du style c'est un fantôme qui a tué machin. Et là du coup on a vraiment un recueil de nouvelles qui est entièrement consacré à des nouvelles qui sont surnaturelles. Ce qui est surprenant et ce qui est top, et voilà, j'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup la collection, le livre de poche dans ces éditions-là. Je collectionne les Agatha Christie dans cette collection. Donc je les chine parce qu'ils ne sont plus édités. Et je sais pas, moi j'adore cette couverture. Je trouve ouais, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est mon Agatha Christie préférée de l'année, même si j'ai lu d'autres textes d'elle, comme je vous l'ai dit, 7 livres d'elle cette année. Vraiment, c'était surprenant, c'était bien mené, c'était top. Et ce sont toujours mes récits préférés, donc... Voilà, si vous ne connaissez pas, et alors, je ne doute absolument pas de votre culture, ne vous en faites pas, je ne connaissais pas ce texte avant, donc je dis, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement de lire Le Flambeau. Bien sûr, c'est mieux de le lire dans la période spooky, Halloween, l'automne, c'est le moment parfait pour le lire, mais vous pouvez aussi le lire maintenant si vous en avez envie, bien sûr. Mais voilà, c'était top. Et c'est aussi, je trouve, un des textes qui est le moins connu d'Agatha Christie et qui devrait être vachement plus mis en avant, parce qu'il est top, voilà. Après c'est mon amour du paranormal qui parle, donc j'ai encore plus de mémoire. Donc voilà, je suis arrivée à la marche 8, voilà. Je vais vous parler des 7 prochains après avoir vidé ma mémoire. Et j'en suis au 7, oui, c'est ça. J'en suis au 7. Ok, alors, le 7e livre, c'est un livre que j'ai dévoré en une après-midi, qui est signé par un auteur qui est adorable, qui est super gentil, et c'était top. C'est un très très bon livre. J'allais dire, c'est pas le meilleur de l'auteur, mais il fait quand même partie des meilleurs de l'année parce qu'il est top. C'est Le mensonge suffit de Christopher Wi. Alors c'est l'auteur d'Alfie et de Tout est sous contrôle. Mon préféré restant Alfie parce que c'était absolument génial. Je vais vous résumer très rapidement parce que je ne veux pas trop vous en dire. Parce que ce serait vraiment trop dommage de trop vous en dire. Je sais plus si j'ai fait une chronique. Je sais par contre que avant la lecture de ce livre ou pendant, je crois que c'était avant, hein. Il me semble que si on regarde les dates, je l'ai écrite avant. J'ai écrit une nouvelle qui ressemble vachement pas du tout, qui est pas proche du mensonge suffit mais qui traite du même sujet quand même. Quoi Je ne peux pas accéder à mon blog. Non mais laissez-moi entrer en fait. Quand même, parce que... Donc, je crois que j'ai fait une chronique, mais je vais essayer de vous en parler comme ça. Alors, je ne vais pas vous résumer le texte parce que c'est très court, faut le vivre, on va dire. Faut vivre ce texte. Faut pas... Voilà. On va être avec... Enfin, il y a un homme, Ethan. En face de lui, il y a un androïde, Milo 128. Et on a 120 minutes d'interrogatoire. Et le public doit voter. Et le but, en fait, c'est de savoir qui dit la vérité. Je ne vous dis rien d'autre sur le résumé, parce que ce serait vraiment trop dommage. C'est génial, voilà, tout simplement. C'est bien écrit, c'est intelligent. Il y a des espèces de pubs, parce que du coup, en fait, on est dans une espèce d'émission. Et on va avoir des moments de pub et des moments où on a la réaction des spectateurs. Enfin voilà, c'était top. On a aussi une référence à Alfie à un moment donné. Et c'était... intelligent, c'était terrifiant, c'était... En fait, j'étais en train de lire et je me dis je ne peux pas m'arrêter de lire parce que je dois absolument savoir comment ça se termine. Et donc j'ai continué à lire, je ne sais même pas si je l'ai noté, je crois que j'avais même pas pris de stylo avec moi, j'étais juste en train de lire. Et la fin est géniale, et alors je suis persuadée, entre guillemets, que j'ai compris, mais
Peut-être pas, parce que du coup la fin est ouverte à interprétation. J'ai appris il y a pas longtemps que Christopher Bouy est le coup de cœur des Imaginales 2026. Génial, formidable, j'ai trop hâte d'y être. Et il a un nouveau livre qui sort cette année, qui s'appelle Tuez-les tous. Donc déjà le titre, d'accord. Je crois qu'il n'y a pas de résumé. Et j'ai quand même ultra envie de le lire parce que c'est Christopher Bouy et parce que ce titre, et parce que ça va encore être... encore être génial. Donc voilà, donc c'est de la science-fiction dystopique. Et c'est dans la droite ligne en fait d'Alfie et de Tout est sous contrôle, puisque c'est un triptyque, en fait il faut lire les 3 livres dans le même univers. Et voilà, mon préféré reste Alfie. Tout est sous contrôle était trop déprimant pour moi. C'était vraiment très bien et ultra bien pensé et intelligent, mais c'était trop déprimant pour moi, donc voilà. Et Le mensonge suffit. Alors c'est déprimant, mais c'est en même temps drôle. En fait c'est drôle, mais drôle cruel. En fait c'est pas drôle en mode on est mort de rire, c'est drôle en mode... on peut s'imaginer ce que les spectateurs sont censés ressentir. C'était intelligent, voilà. Ça parle de gouvernance, de société, de technologie, d'IA, lisez-le. Il est très court. Vous allez le dévorer aussi, je suis sûre. C'est bien écrit aussi, voilà. Enfin, voilà, trop bien. J'ai envie de le relire maintenant. Mais voilà, c'était vraiment top. Et j'aime beaucoup en fait quand la science-fiction ou la dystopie se penche sur l'IA. C'est ce qu'a fait du coup Christopher Bouy ici et dans les autres textes. Et c'était ultra bien fait. Voilà. Et c'est aussi comment on peut détourner l'image, comment on peut se servir de l'image à la télévision ou sur internet, sur les réseaux. Comment on peut s'en servir pour que ça tourne à notre avantage, on va dire. J'ai pas trop envie de vous en dire, ce serait dommage. Mais voilà, et puis il y a aussi des petits côtés intelligents du style, au lieu de dire, parce que du coup il y a quelque chose, les gens peuvent regarder directement l'émission dans leur œil, en fait, dans leur globe, enfin il me semble qu'ils ont une puce en fait qui leur permet de regarder, et du coup clignez vite au lieu de cliquer, enfin je trouve, voilà, tout est intelligent en fait dans ce texte, lisez-le, il est super court, voilà. Ensuite, où en est-on ? Voilà, ce texte était formidable, je sais plus où j'en suis. Oui, le 6. Alors le 6, c'est un livre, je l'ai lu, c'est le premier livre que j'ai fini en 2025. Je l'ai lu et je me suis dit... Quoi ? C'était une lecture très bizarre. Et en même temps, c'était une lecture géniale. Surtout géniale parce que je m'attendais à rien, en fait, avec ce texte. Et en fin de compte, quand je l'ai fini, c'était pas un coup de cœur. C'était un texte où je me suis dit... Alors je me suis bien amusée. Et alors la fin, je suis moins convaincue par la fin en fait. J'ai un petit souci avec la fin, dirons-nous. Mais en fait, plus j'y pense et plus je me dis que c'est quand même une des meilleures lectures de l'année. Voilà. J'ai fait une chronique. Donc c'est mon mari de Mode Ventura que je n'arrête pas d'offrir autour de moi et que je pousse mes amis à lire parce que ce livre était jouissif. Mais c'était tellement bizarre, c'était tellement toxique et en même temps tellement drôle et en même temps tellement fucked up en fait, clairement. Enfin, c'était... Comment le dire en français ? C'était trop bizarre, c'était pas sain du tout, c'était très malsain même, et c'était génial quand même. Déjà ce titre, et puis alors, je peux pas vous parler du résumé, je peux pas vous parler de ce qui se passe, sachez juste qu'on va suivre une femme et elle va nous parler de son mari. Voilà, moi j'y suis allée juste avec ça en tête et c'est mieux parce que le résumé en fait vous en dit trop. En fait le résumé vous en dit trop et en fait vous spoil quelque chose qui se passe à la fin, ce qui est dommage parce que du coup vous imaginez que ça va arriver plus tôt et en fait non. Donc ne lisez pas le résumé, c'est un simple conseil. Mais c'était génial, je m'attendais pas en fait à aimer autant et à être autant emportée par ce livre. C'était drôle, c'était un peu cruel aussi quand même. Il y avait surtout des moments où en fait on ressemble à cette femme et on se dit non. Et après on se dit que non, elle va beaucoup trop loin et voilà. J'ai répondu, en fait c'est la narratrice nous parle, en fait c'est une narration à la première personne et donc je répondais parfois à ce qu'elle disait, donc c'était drôle. C'est aussi une narratrice qui n'est pas digne de confiance, ce que j'adore, et donc à certains moments le lecteur est obligé de lire entre les lignes et de se dire mais attends, là est-ce qu'elle me dit la vérité ou est-ce qu'elle est en train de me mentir ou est-ce qu'elle délire en fait. Donc c'était top. Juste la fin, comment dire, la fin, spoiler, ne regardez pas. Ne regardez pas si vous n'avez pas lu ce texte. Spoiler. En fait, à la fin, on se rend compte que son mari est aussi taré qu'elle, en quelque sorte. Enfin, taré. Si, quand même un peu. Il sait
tout ça, et il joue de tout ça, et en fait lui aussi joue avec elle, et je trouve que ça affaiblit en fait le côté déjanté et le côté un peu loufoque de la narratrice. Ça atténue un peu ce qu'on a lu, parce que bah en fait c'est un espèce de cercle vicieux entre deux. Elle n'en est pas consciente, lui oui. Mais ouais, j'ai trouvé que ça affaiblissait un peu le personnage, parce qu'elle est en fin de compte manipulée par son mari. Voilà, mais sinon c'était génial et j'ai trouvé ça formidable. Voilà. C'était top. Elle est ultra agaçante cette narratrice. Elle est aussi drôle mais sans le vouloir. C'est clairement pas... Elle va pas vous faire des blagues pour vous riez en fait. C'est vraiment vous allez rire parce que vous allez vous dire mais non pas du tout. Si, en fait si. Elle va beaucoup trop loin et voilà, c'est formidable. Ce livre était juste un petit bonbon. Toxique le bonbon, je vous le dis, mais un petit bonbon quand même, et c'était, voilà. Incroyable, incroyable, incroyable. Et alors par contre, j'ai vu que sur Goodreads, le livre était classé dans le thriller horreur. Je suis pas persuadée que... Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, c'est pas... Ça aurait pu être de l'horreur et ça aurait pu être un thriller, mais en fin de compte, ça n'est ni l'un ni l'autre. Donc, je pense que le texte joue avec ces deux genres-là, mais que c'en est pas un. Donc ne vous imaginez pas que vous allez lire un thriller ou un roman d'horreur. C'est un roman bizarre. Mais ouais, pas sûr qu'on puisse aller jusque là. Je sais pas. Voilà, donc c'était top. Et ce livre mérite clairement sa place dans les meilleures lectures de l'année. Et j'ai très envie de lire d'autres textes de l'autrice, notamment Célèbre, qui est sorti en 2024, en 2025, je ne sais plus. Mais allez lire Mon mari. Vous allez voir, c'est... Et oui, je me suis coupée en faisant à manger. Mon mari donc, c'était le 6ème. Le 5ème, je l'ai le 5ème, il est là. Alors le 5ème, vous voyez déjà le nom, c'est un vintage classique. C'est The Unicorn, d'Iris Murdoch. J'ai aussi fait une chronique pour lui, je m'en souviens. Alors c'est par ce texte que j'ai découvert Iris Murdoch. J'ai aussi très envie de lire d'autres textes d'elle, notamment The Sea qui me... Je sais pas pourquoi ce titre, cette couverture me fascine. J'ai pas fait de chronique. J'étais pas sûre d'avoir fait une chronique, faudra que je la fasse quand même. Donc je suis fascinée par The Sea, je suis fascinée aussi par cette couverture, je trouve ça génial. J'aime trop les couvertures de Vintage Classics pour Iris Murdoch, je trouve qu'elles sont top. Par contre elles sont plus éditées pour certaines parce qu'il y a eu des rééditions, donc je suis dégoûtée, il faut que je les trouve d'occasion, et c'est pas évident. Donc j'espère toutes les trouver, mais voilà. Alors ce texte, c'est un roman qu'on peut, je pense, appeler gothique, hein. Moi j'ai vu une bonne vibe gothique, voilà. Par donc une autrice irlandaise du XXe siècle, qui va se concentrer sur un personnage qui s'appelle Marianne, qui va partir pour une île, parce qu'elle doit être gouvernante pour des enfants, et on va dire que ça va pas tout à fait se passer comme elle l'imaginait. C'était très étrange, parce qu'on n'arrive pas à cerner le personnage, l'employeur en fait de Marianne, on n'arrive pas trop à la cerner, Anna. On sait pas trop si c'est... si elle est victime, si elle est une manipulatrice, on n'arrive pas trop à comprendre, voilà. Il y a aussi des trucs bizarres qui se passent, et surtout ce que je retiens moi de ce texte, parce que sans chronique c'est compliqué de tout vous dire, mais ce que je retiens surtout de ce texte, c'est l'écriture d'Iris Murdoch. Elle écrit ultra bien, en fait elle fait partie de ces auteurs et autrices que je sais pouvoir lire sans problème, même si l'intrigue n'est pas forcément quelque chose qui va me passionner, je sais que je vais quand même bien aimer, au moins bien aimer, peut-être pas adorer, mais au moins bien aimer le texte, parce qu'elle écrit ultra bien. Cette écriture m'a parfois un peu fait penser à Shirley Jackson en moins... je sais pas comment... Je sais pas comment définir cette écriture de Shirley Jackson. C'est une forme d'étrangeté. On pourrait parler éventuellement d'inquiétante étrangeté chez Shirley Jackson. Pas vraiment chez Iris Murdoch, c'est plus... En fait, c'est proche de cette écriture étrange et inquiétante, mais on n'y est pas encore. Voilà, on est plus dans quelque chose de... Je ne saurais pas vous dire. Mais vraiment, ces deux écritures me semblent potentiellement associables. Et elles sont juste... Voilà, on a envie en fait de continuer à lire, on a envie de continuer à avancer, tout en n'ayant pas envie d'aller trop vite, parce qu'on a envie de rester avec ces personnages dans cette espèce d'ambiance étrange, où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que les personnages font là, qui est vraiment Anna, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche, pourquoi elle a recruté Marianne exactement, qu'est-ce qui se passe sur cette île, est-ce qu'on va pouvoir se sortir de l'île, bon, étrange. Et oui, cette écriture est formidable. Donc je ne peux pas tellement vous en dire plus,
Mais oui, je me souviens surtout de mon impression en lisant. J'ai annoté le texte et en fait j'ai surtout, ici j'ai moins annoté que j'ai noté des phrases qui je trouvais sonnaient merveilleusement bien et étaient parfaites et étaient vraies et sonnaient authentiques. Voilà. C'est ce genre de texte. En fait c'est le genre de livre, quand je les lis, où je me dis c'est pour ça que je lis, c'est pour ce type de texte que je suis une lectrice. C'est ce type de texte qui me correspond. Parce que c'est... Enfin, je sais pas si ce sont ce type de texte qui me correspondent, mais c'est ce type de texte qui fait que la lecture pour moi c'est formidable. Et donc ce texte a été traduit il y a longtemps, mais je pense qu'il n'est pas réédité, malheureusement. Ce qui est franchement dommage parce que Iris Murdoch, oui, il écrit vachement bien. Donc si vous trouvez la traduction, je crois que ça s'appelle Le Château de la Licorne. Mais si vous trouvez une traduction et que vous le lisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais vraiment ce texte était formidable. Et il est pas ultra long, mais encore une fois, Vintage Classics, c'est vraiment écrit assez serré. Et voilà. Et j'ai passé un moment étrange, mais vraiment, vraiment, vraiment top. Et oui, c'est aussi la raison pour laquelle j'adore lire des romans gothiques modernes, parce qu'en fait, il y a cette atmosphère, il y a ces personnages étranges, il y a ce personnage qui arrive de l'extérieur et qui entre et qui peu à peu va, ou pas, parce que je ne veux pas vous spoiler, qui va ou pas se laisser inclure dans l'espèce de cercle des personnages et devenir étrange elle aussi. Enfin voilà, c'est... Top. Top, top, top. Ensuite, on passe à un livre que je n'ai pas, que j'ai écouté. Vera Wong's Guide to Snooping on a Dead Man de Jessie Sutanto, le tome 2 de la série des Vera Wong. Donc, le tome 1, c'était Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers, que j'ai beaucoup aimé. Mais alors, j'ai encore plus aimé le tome 2, parce que, bon, déjà, on retrouve Vera qui est absolument adorable. On retrouve c'est une espèce de famille trouvée, ou de famille choisie, qui est... Voilà, j'adore, en fait, les liens qu'elle crée avec les gens, même si c'est un peu compliqué. On a aussi ici plutôt enfin comme dans le tome 1 d'ailleurs, en fait on va nous parler aussi de la solitude des personnes âgées et du fait que parfois ils ne veulent pas en parler et qu'ils vont exprimer cette solitude ou ce besoin de sociabilisation, ou de sociabilité ou de lien d'une manière qui va au contraire repousser les gens. En fait. Et ouais, je trouve que ces textes, ces deux romans, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai préféré du coup, sont vraiment... En fait, ils arrivent à être cosy, à être un peu légers et aussi à être vachement lourds par certains thèmes qu'ils abordent. Et notamment le tome 2, là, je trouve qu'il est beaucoup plus lourd que le tome 1. Parce que le tome 1, il va y avoir du coup un meurtre. Dans le tome 2, il y a une disparition. Et ce tome 2 va nous parler de la vie d'influenceur, de la vie de... oui, d'influenceur en fait. Et aussi d'un autre sujet qui est potentiellement un trigger warning quand même, mais qui est aussi un spoiler parce que ça permet de comprendre ce qui se passe en fait, pourquoi la personne a disparu. Donc je vais vous le dire, je vais vous le dire en spoiler, histoire que vous sachiez. Mais voilà, en fait on va parler de trafic d'êtres humains. Je m'attendais pas du tout à ça dans un Vera Wong, mais waouh! La lourdeur du sujet d'un coup là, c'était chaud. Mais pour autant, le texte voilà, est génial. Alors je les écoute, donc Eunice Wong qui est la narratrice est géniale et elle incarne Vera de manière formidable, elle la rend vivante sous nos yeux, voilà, on l'écoute et voilà, j'ai l'impression que c'est Vera qui me parle, c'est formidable. Donc voilà, c'était top, j'ai adoré, j'ai encore plus aimé ce tome 2 que le premier tome, ce qui est assez rare quand même quand je lis des séries. J'ai toujours peur du coup de lire la suite parce que voilà, est-ce que ça va me plaire autant que le tome 1? On ne sait pas. Mais là oui, ça a fonctionné et spoiler, attention, le tome 3 se passera en France. Voilà, j'ai trop hâte du coup de lire ce tome 3 parce que j'ai trop hâte de voir Vera à Paris parce que je suppose que ce sera à Paris. Mais voilà, c'était top. Et je vous recommande fortement cette série qui est géniale. Voilà. C'était la 4e marche du podium, alors du podium entre guillemets parce que là on arrive vraiment au podium, les 3 derniers. Alors le 3e, c'est un peu surprenant parce que dans mon comment ça s'appelle, Mid-Year Book Freakout Tag, c'était le premier je crois, et il est redescendu à la 3e marche, que se passe-t-il? C'est The Wedding People de Alison Espach, je sais toujours pas comment on dit son nom, Alison, qui a été traduit par L'invité surprise. Ce livre est incroyable. Incroyable. Pourquoi ce livre est-il incroyable? Alors, tentons d'être clair. Je ne vais pas vous résumer le texte parce que je pense qu'une partie d'entre vous devrait y aller à l'aveugle.
pour ceux qui n'aiment pas aller dans leur livre à l'aveugle. Je vais résumer très rapidement le texte. Alors, on va suivre Phoebe, qui a décidé de plaquer sa vie et de partir dans un hôtel, dans un gîte, une chambre d'hôte qu'elle avait repérée. Donc elle y va, et manque de peau, c'est le moment qu'a choisi Lila pour sa semaine de mariage. C'est-à-dire que oui, elle a booké tout le truc pour une semaine parce qu'elle a une semaine de mariage. On n'a pas tous les mêmes budgets. Donc voilà. Et donc Phoebe est un peu surprise. Mais voilà. Et donc c'est là que vous devez disparaître si vous ne savez rien de ce texte. Donc moi on m'avait un peu spoilé donc je le savais, mais c'est pas très surprenant, ça arrive dans le premier chapitre. Donc spoiler potentiel pour ceux qui ne savent pas. En fait Phoebe a décidé de se suicider dans cet hôtel. Et voilà. Voilà. Ça commence pas mal, hein, voilà. Cool. Mais Lila, elle, la mariée, ne veut absolument pas que son mariage soit gâché par le suicide d'une des résidentes de l'hôtel. Donc elle va tout faire pour empêcher Phoebe de se suicider. Alors ça a l'air ultra lourd comme ça, dit comme ça, mais en fait c'est un texte très drôle, très léger. Le personnage principal, Phoebe, est génial parce qu'en fait, elle va considérer qu'à partir du moment où elle est dans cet hôtel, chaque nouvelle journée est un bonus. Et donc, elle va faire exactement ce qu'elle veut, dire exactement ce qu'elle veut, et donc elle n'a aucun filtre. Et c'est top. Parce que même si elle n'a aucun filtre, elle n'est pas pour autant malveillante ou méchante ou je ne sais quoi. Mais en fait, cet aucun filtre va lui permettre de vraiment se sentir libérée. Et en fait, je me suis sentie libérée avec elle. Donc c'était génial. Voilà. Je l'ai écoutée, je ne sais plus qui est la narratrice d'ailleurs, mais la narratrice était vraiment cool. Hélène Laser, voilà. Hélène Laser, super narratrice. D'ailleurs j'ai écouté je crois d'autres livres qu'elle narre et top. Donc c'était ultra rafraîchissant, c'était une lecture vraiment où je me suis dit trop bien. Voilà, oui vraiment j'étais trop dedans, c'était top. Voilà. Donc il y a bien sûr toute une intrigue, hein, puisque, spoiler, Phoebe va rater son suicide, hein. Elle ne va pas se suicider, elle ne va pas y arriver. Et donc, elle va être l'invitée surprise du mariage, elle va aider Lila en fait à organiser son mariage, et donc il va y avoir une relation entre ces deux personnages qui ne se ressemblent absolument pas. Et alors, nouveau spoiler, la fin, j'ai beaucoup aimé la fin de ce livre, parce qu'on pourrait se dire à la fin que Phoebe va trouver l'amour de sa vie et trouver un sens à sa vie, et en fait non, pas vraiment. Elle tombe bien amoureuse de quelqu'un, mais elle ne finit pas avec le mec. Elle préfère prendre ses distances, aller ailleurs et réfléchir à tout ça, plutôt que juste de commencer cette nouvelle histoire avec un nouveau mec, sachant qu'elle est mariée. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était top, voilà, c'était génial. J'ai beaucoup aimé, oui, la relation qui se tisse entre Phoebe et Lila. J'ai aussi beaucoup aimé, en fait, Phoebe, n'ayant plus le filtre, n'a plus non plus d'écailles dans les yeux. On dirait qu'ils lui sont tombés des yeux, et du coup, elle voit, en fait, les choses très très clairement, et donc elle peut éventuellement aider Lila à comprendre ce qu'elle voit clairement et que Lila, elle, ne voit pas ou ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, parce qu'on se demande aussi si elle est pas un peu dans le déni, Lila. Mais oui, il y a un parallèle à tirer entre Phoebe et Lila, je vais pas trop vous en dire, mais il y a un espèce de parallèle entre les deux, et vraiment, moi j'ai trouvé que c'était top. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de l'autrice, donc je lirai d'autres livres d'elle, c'est sûr. J'ai trouvé que c'était, authentique, j'ai trouvé que c'était un livre où je me suis sentie bien, et pour autant, le livre traitait de sujets assez lourds, hein, donc... ouais, c'était vraiment ultra bien fait. C'est aussi un livre que j'ai lu à peu près en même temps ou à la suite. J'ai lu avant How to Fail. Enfin voilà, je les ai lus très proches les uns des autres. Donc voilà, c'est un livre qui m'a donné de l'espoir en fait, qui m'a rendue heureuse. Et donc c'était vraiment le livre que j'ai adoré. Et donc je vous ai dit, j'ai adoré aussi la narratrice. Elle a une voix qui correspondait parfaitement à l'histoire, donc c'était top. Voilà, j'ai trouvé que c'était vrai, drôle, émouvant. Top. Le livre était génial. Donc je vous le recommande évidemment, en plus il est sorti en français. Allez-y, j'ai encore plus de mémoire. Allez, on finit la vidéo. Il me reste 2 livres. L'avant-dernier, c'est un livre que j'ai lu à peu près en même temps que The Unicorn, je sais plus lequel j'ai lu en premier. C'est aussi un vintage classics. C'est l'avant-dernier livre qui me restait à lire de Jane Austen. C'était Northanger Abbey. C'était génial. Voilà, c'était génial. Je pense que... Alors j'hésite. Est-ce que c'est mon préféré ou est-ce que Orgueil et Préjugés est toujours mon préféré? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai un doute. Parce que c'était top en fait. Allez, le premier, non, je rigole.
Je plaisante. Comme je suis drôle. Alors, pourquoi j'ai adoré ce livre? Parce que bon, déjà Jane Austen, donc l'esprit qui se dégage de l'écriture, la façon d'écrire, la satire sociale entre guillemets, voilà, l'intelligence du texte, déjà bon, bien sûr, mais aussi Catherine Morland est juste adorable. C'est une héroïne naïve, très jeune, qui ne peut pas comprendre en fait que les autres personnages autour d'elle peuvent éventuellement faire le mal pour faire le mal. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... en fait, elle est assez naïve au sens où elle est incapable de penser du mal des gens. Et c'est... du coup, elle ne comprend pas quand les gens, pas se moquent d'elle, mais sont ironiques, ou ne pensent pas ce qu'ils disent, ou font des choix qu'elle ne ferait pas parce qu'ils ne sont pas moraux. Donc voilà, elle est vraiment... c'est une jeune fille bien éduquée, clairement. Et donc voilà, elle ne peut pas comprendre qu'on puisse faire ça. Vous verrez ce que ça est, mais... elle a notamment une amie qui n'est pas une amie, voilà. Et alors elle adore les romans, et notamment les romans d'Anne Radcliffe, donc elle a un petit côté gothique. Et donc j'avais lu que Northanger Abbey c'était une parodie de roman gothique. Alors, oui et non. Parce qu'il n'y a pas de moquerie de la part de Jane Austen, il y a pas, elle va pas réécrire le roman gothique pour s'en moquer, elle va même d'ailleurs plutôt défendre le roman, et défendre aussi Anne Radcliffe, puisqu'il y a des personnages dans le texte qui vont dire à Catherine que non, ils ne lisent pas de romans parce que voilà, les romans c'est pas vraiment de la littérature, ce genre de choses, ou que c'est, faut pas se laisser influencer par les romans, ou que voilà, c'est trop sensationnel, ou ils ont une lecture qui n'est pas... comment dire, qui n'est pas une lecture morale, on va dire. Catherine, elle aime beaucoup les romans d'Anne Radcliffe, elle aime beaucoup les romans gothiques, elle trouve ça, voilà, excitant, sensationnel. Et voilà, j'ai en fait, j'ai tout aimé dans ce texte. J'ai aimé Northanger Abbey, le lieu. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé Catherine, j'ai aimé... alors attendez, je me souviens plus de son nom, et je vais le retrouver. Non, je vais pas le retrouver. Non, j'ai plus de batterie. Oh mais non, oh mais non, il me reste 2 livres. Pitié, laissez-moi finir de parler de mes 2 livres. Donc Henry, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé le personnage, enfin sa sœur aussi, j'ai aimé comment c'était écrit, voilà. Je pense que c'est effectivement mon préféré de Jane Austen, si je suis tout à fait honnête. Parce qu'Orgueil et Préjugés est plus long, et lui il était plus court, et j'étais plus dedans, et je sais pas, il y a cette ambiance en fait. Catherine est persuadée que ce qui va lui arriver va sortir d'un roman gothique, et en fait pas du tout, et du coup ça permet aussi à Jane Austen de réécrire le roman gothique, mais de manière plus réaliste et plus vraisemblable. Enfin là, c'était intelligent en fait, et du coup bah forcément c'était top. Pourquoi je n'ai plus de batterie? Ça ne me plaît pas beaucoup tout ça. On va tenter de vous parler du dernier, mais le dernier ça va être un peu long quoi, donc je peux pas... Bon, cette vidéo est trop longue, clairement, mon appareil me le dit. Je vais vous parler donc du dernier livre, ça y est, le numéro 1. Alors je pense que vous vous en doutez parce que vous l'avez vu dans The Media Book Freakout Tag. C'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, donc demain et demain et demain. Ce livre était génial, c'était le premier coup de cœur de l'année, qui arrivait ultra tardivement, hein, parce que du coup c'était avril, donc j'avais pas eu de coup de cœur avant avril. Et vraiment c'était... ce livre était génial. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais parce que je pensais lire un roman de science-fiction. Je sais pas pourquoi cette couverture me faisait penser à la science-fiction. Et en fait pas du tout, on va suivre une amitié, celle de Sadie, c'est ça? Et Sam? Oui. Donc Sadie et Sam. Le livre commence à leur rencontre et se poursuit jusqu'à, voilà, sur plusieurs décennies. Et on va nous parler donc du monde du jeu vidéo, on va nous parler de leurs relations, on va nous parler des personnages autour d'eux. C'était top, c'était émouvant, c'était pas doux, non, c'était pas doux. C'était pas une lecture cosy. C'était surtout émouvant et surtout frustrant par moments parce que il y a une grosse absence de communication entre les personnages qui font qu'ils ne se comprennent absolument pas. Et du coup, c'est compliqué. Il y a une scène qui était absolument horrible, et qui m'a fait pleurer dans le métro. Et il y a pas beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer cette année, mais alors ce livre-là, oui. Oui, je crois d'ailleurs peut-être que c'est l'un des seuls livres de l'année qui m'a fait pleurer, mais c'était trop beau moi, voilà. Donc, on va essayer d'être rapide et efficace pour cette fin de vidéo, et pour ce livre. J'ai adoré l'écriture de Gabrielle Zevin, donc j'aimerais lire d'autres livres d'elle. Elle a une capacité à créer des personnages complexes, et vraiment des personnages vraisemblables, des personnages où on se dit...
ils ont vécu. C'est pas juste je lis un livre, c'est vraiment ces personnages sont vrais, ils sont vivants quelque part. Je connaissais pas du tout le monde du jeu vidéo, donc c'était intéressant aussi de le découvrir en fait comme ça, puisque les personnages veulent devenir designers de jeux vidéo. Et ils vont y arriver, enfin je vous dis ils vont y arriver. On va se retrouver effectivement dans le monde du design du jeu vidéo, donc c'était très intéressant. Il y avait certains moments où on était dans... comment dire, où on avait des espèces, comme des entretiens avec les personnages, puisque certains vont devenir connus. Je vais pas trop vous en dire quand même. Hein. Les personnages, donc c'est le gros atout de ce livre, même si, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup l'intrigue aussi, et je trouve que le côté monde du jeu vidéo est bien amené, et bien construit, et bien rendu. Mais en fait, je connais pas tellement ce monde, donc je ne sais pas si c'est très réaliste ou très vraisemblable. Mais en tout cas, comme dans un roman comme ça, c'était vachement bien fait. Mais surtout, les personnages, c'est le gros point fort. Poffette s'est retournée. Oh non, Poffette est descendue. C'est le gros point fort. C'est le gros point fort donc du livre, les personnages. Alors j'ai beaucoup aimé Sam et Marx. Sam est plus difficile à aimer parce que c'est un personnage qui est difficile à comprendre, difficile à cerner. Alors nous on le comprend parce qu'on est dans sa tête, mais il ne communique pas assez avec les personnages autour de lui, et donc il a des... voilà, il y a des quiproquos et ce genre de choses, donc ça c'est un peu énervant, ça pourrait être un peu énervant par exemple si c'était une romance, mais c'est pas le cas, puisque ben en fait on comprend pourquoi il parle pas, parce que dans ses pensées on voit en fait ce qui l'empêche de parler. Il a beaucoup de mal à comprendre comment fonctionnent les relations humaines, et du coup bah il est pas très bon, clairement. Marx lui il est juste adorable, en fait c'est le personnage parfait, c'est-à-dire c'est vraiment le mec est un nounours. Il a aucun défaut, c'est terrible. Si, il en a un, que je vous donnerai après, un spoiler. Mais sinon, le mec a aucun défaut, donc voilà, c'est juste le personnage parfait. Il est facile à aimer, il est facile de s'attacher à lui, tout est facile avec lui. Il est juste, voilà, formidable. Parfait. C'est mon personnage préféré. Et la spoiler, du coup. C'était mon personnage préféré jusqu'à ce qu'il décide d'avoir une relation en fait avec Sadie. Il sait que Sam est amoureux de Sadie, et pourtant il y va quand même, et ça j'ai trouvé ça, voilà, ouais, je sais pas. Enfin je voulais que Sam et Sadie se comprennent enfin, et voilà. Mais c'était horrible quand il meurt. C'était horrible, c'était affreux, c'était la pire scène du livre. Surtout, en fait, je savais qu'il allait mourir, et en même temps il y avait un peu d'espoir, et après non. Et après oui, et après non, enfin c'était affreux. Mais je me doutais qu'il allait mourir, c'était horrible. Voilà, mais il reste lui-même jusqu'à la fin, et c'était beau et en même temps affreux. Voilà. Par contre, beaucoup de mal avec Sadie, parce que c'est un personnage pas forcément tout à fait aimable à chaque fois. Alors Sam aussi, on n'est pas tout le temps attachant, mais ouais, j'ai eu un petit peu mal avec elle. Alors j'ai bien compris que le monde du gaming c'est pas forcément évident pour une femme, évidemment, mais je sais pas, elle est... ouais. Donc spoiler sur Sadie, j'ai trouvé qu'elle était insupportable à certains moments. J'ai trouvé qu'elle a interprété les choses que Sam faisait et les choses qu'il ne faisait pas, les choses qu'il disait et qu'il ne disait pas. En fait il y avait beaucoup trop d'interprétation dans sa façon d'avoir des relations avec les gens, au lieu de leur demander, ou au lieu de comprendre ce qui se passe vraiment. Et en fait, c'est facile pour le lecteur de dire ça, puisque nous, on a le point de vue de Sam et ce qu'il pense vraiment. Je vais arrêter de bouger la table peut-être. Nous, on a le point de vue de Sam et ce qu'il pense vraiment, ça il dit jamais. Et donc, elle imagine beaucoup de choses et elle interprète beaucoup de choses, mais complètement à côté, en fait. Donc c'est assez... ouais, moi j'ai trouvé ça assez frustrant, mais c'est pas tellement tout à fait sa faute, en fait. Elle comprend pas du tout Sam, en fait. Comme le lecteur le comprend. Et ouais, l'absence de communication entre eux est énorme, et ils se comprennent vraiment pas, et c'est pas agaçant en fait, parce qu'on comprend pourquoi, enfin on comprend les malentendus et on comprend la trajectoire du livre. C'est surtout frustrant parce que ces personnages sont faits l'un pour l'autre, ils sont... et voilà, bref. Donc je peux pas vraiment lui en vouloir à Sadie, mais j'ai eu du mal à l'apprécier la plupart du temps quand même. Ce livre était formidable et je pourrais vous parler de ce livre pendant des heures sans doute. Tout était... J'ai vécu dans ce livre et c'était beau, et un peu comme The Unicorn et un peu comme tous les livres dont je vous ai parlé là et qui sont mes préférés. C'est vraiment des livres où je me suis dit pendant que je les lisais ou après les avoir lus que juste j'étais bien, et c'était typiquement le genre de livre et le genre de façon de lire et le genre de... En fait, ces livres m'ont juste embarqué à l'intérieur d'eux-mêmes
et j'ai vécu l'histoire avec les personnages, et c'est pour ça que je lis. C'est pour ce genre de livre et pour ce genre d'expérience que je lis, et pas pour des expériences de lecture où bon on va mettre 3 étoiles au livre parce que bon on l'a lu, d'accord, ouais c'était bien, mais en fait il y avait pas de... on n'était pas dedans, et il y avait pas de... voilà. Donc voilà. Ce sont mes livres au sens où vraiment c'est des livres qui du coup comptent beaucoup pour moi. Je vais tenter de résumer tout ça dans une phrase. C'était un très bon roman. J'ai lu au bon moment. J'avais pas d'attente. Ou j'avais pas les bonnes attentes, parce que j'étais vraiment persuadée que c'était de la science-fiction, donc j'avais pas les bonnes attentes pour ce livre, et je pense que c'était bien de pas avoir d'attente. Et j'avais aussi, du coup, à ce moment-là, parce qu'on était quand même en avril et j'avais eu aucun coup de cœur, j'étais vraiment un peu en mode désespoir de trouver un livre en fait qui fonctionne. C'était typiquement la période où je me disais peut-être que la lecture c'est pas fait pour moi. Ça m'arrive régulièrement, hein, quand j'arrive pas à trouver de livre qui vraiment me touche, ou que j'ai beaucoup de mal à trouver des coups de cœur, voilà, souvent je me pose la question. Mais voilà, j'étais vraiment un peu désespérée de trouver de bons livres, et de très bons livres, et même des coups de cœur. Et voilà, c'était le livre, ce livre c'était le Messie en fait, clairement. C'était ce dont j'avais besoin, j'ai pleuré, j'ai été touchée, j'étais à fond dedans, c'était voilà, mon livre. Voilà. Et c'est le meilleur livre de l'année. Avec bien sûr les autres, mais ce livre était... je sais pas, il avait quelque chose de... ça me fait mal au cœur de dire qu'il a quelque chose de supérieur à Northanger Abbey, mais j'ai eu du mal d'ailleurs à choisir est-ce que j'allais mettre Northanger Abbey ou est-ce que j'allais mettre Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow en mes livres préférés. J'avais beaucoup de mal à choisir, et ouais, c'était quand même Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, parce que ce livre, d'ailleurs, il me le faut, parce que je ne le lis pas en papier, comme The Wedding People, que je n'ai pas en papier. Il me les faut tous les deux, pour les serrer fort contre moi. Mais vraiment, ces livres, c'était... ouais, c'est vraiment... c'est pas des livres boués, mais c'est des livres... si déjà on va pas bien, ou si on a du mal avec la lecture ou quoi, c'est vraiment des livres où on se dit putain, mais vraiment ce livre, il était là au bon moment, ce livre il est fait pour moi. En fait c'est comme si ouais, le livre avait été écrit pour vous, et ça c'est des expériences vraiment spéciales, je trouve quand même. Donc voilà, j'avais l'impression que ce livre avait été écrit pour moi. C'était beau quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était très longue, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous aviez pris de quoi boire et de quoi manger, parce que moi, non. Enfin, au début j'avais, et puis après, ça a assez vite terminé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de 2025, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés, ou si vous avez maintenant envie de les lire. Si vous ne les avez pas aimés, voilà, pas de commentaires et de pitié, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!